Le président du MEDEF est mon invité ce matin. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Emmanuel Macron est arrivé en première place au premier tour de l'élection présidentielle devant Marine Le Pen. Forcément, le MEDEF soutient Emmanuel Macron. Vous êtes donc en marche, mais est-ce que vous êtes en marche forcée? Écoutez, on a le choix entre deux candidats. L'un, Emmanuel Macron, qui est pro-business, qui connaît les entreprises, qui connaît l'économie, qui veut que la France se globalise, se mondialise, et bravo, il est jeune en plus. De l'autre côté, nous avons Marine Le Pen, qui est contre l'euro, contre l'Europe, avec une stratégie de repli sur nous-mêmes, ce qui est parfaitement dangereux pour la France. Pourquoi? Parce qu'une stratégie de l'euro, sortir de l'euro, ça veut dire revenir au franc français, avec toutes les conséquences désastreuses sur une surinflation, des taux d'intérêt qui vont partir au plafond, des défauts de paiement, etc. Donc c'est le scénario un peu à l'Argentine. Sortir de l'euro, c'est aussi sortir de l'Europe. C'est d'affaiblir la France et c'est d'affaiblir l'Europe. Donc sur le plan économique, bien sûr, c'est catastrophique, mais sur le plan géopolitique, face à des blocs comme celui de la Russie, celui de la Turquie, celui des États-Unis, celui de l'Asie, de la Chine, il faut absolument qu'on renforce la France pour, non seulement pour elle-même, mais pour que l'Europe soit renforcée. Et puis ensuite, c'est une stratégie de repli, si vous voulez, de repli, en mettant des lignes Maginot virtuelles autour de la France. Non, il faut aller à la conquête du monde, il faut aller chercher de la croissance. Et ce qui manque en France, c'est de la croissance, c'est 0,5% point de croissance par an qui manque. Eh bien, je pense qu'en fait, de dire, on va protéger nos TPE, nos PME, c'est très bien, mais il faut les faire grandir. Et pour les faire grandir, il faut en effet aller chercher des marchés à l'extérieur de la France, en Europe d'abord, et puis ensuite en Afrique, en Asie. L'Afrique est un formidable développement, d'opportunités de développement pour nos PME, et nos PME doivent grandir en ETI et en grands groupes. Donc vous voyez, cette stratégie de repli pour tous nous maintenir tout petits, c'est délirant. Et deuxièmement, il faut une stratégie de conquête et de croissance. Il faut se globaliser pour trouver des points de croissance et surtout inventer le futur. Mais face au risque, Marine Le Pen, que vous venez de décrire, vous choisissez donc Emmanuel Macron pour le programme que vous venez d'évoquer. Mais est-ce que ce programme, c'est pour vous un choix de raison ou il y a également un vote d'adhésion à son programme au MEDEF? Écoutez, c'est un vote de soutien clairement exprimé auprès d'Emmanuel Macron, mais sans blanc-seing. Ça veut dire qu'en fait, il faut faire des réformes. Donc, ce n'est pas un chèque en blanc qu'on donne à Emmanuel Macron, puisque, en effet, les réformes d'Emmanuel Macron, telles qu'on l'avait dit il y a encore quelques jours, quelques semaines, ne vont pas suffisamment loin, sans doute, sur la baisse des dépenses publiques et sur la baisse des charges sur les entreprises et sur le coût du travail notamment. François Fillon était mieux sur ce point, selon vous, ou pas? Oui, bien sûr. En fait, François Fillon, sur son programme économique, je m'exprime, voulait baisser de 100 milliards d'euros les dépenses publiques, ce qui fera 50 à 60 milliards de baisse de charges sur les entreprises, ce qui était très important. Emmanuel Macron ne se contente que de 60 milliards de baisse des dépenses publiques, ce qui est déjà significatif. Mais attention, je pense qu'en fait, la France est un moment historique. La France, on voit bien avec ces votes que nous avons vus avant-hier, les Français attendent des réformes. Le monde attend les réformes. Nos voisins européens attendent des réformes. Donc en effet, il faut que ces réformes ne soient pas des demi-mesures. Et c'est ça où nous serons très vigilants au MEDEF, c'est d'être sûr qu'Emmanuel Macron, on l'accompagnera dans ces réformes, mais ce n'est pas un chèque en blanc, ce n'est pas un blanc-seing qu'on donne à Emmanuel Macron. Il est important de régler les 3-4 problèmes que toutes les entreprises, des plus petites aux plus grandes, ont en France. On a un problème de charges très élevé. Donc ça, il faut vraiment baisser les dépenses publiques pour baisser les impôts. Alors, deuxième chose, oui. il faut vraiment donner de la flexi-sécurité à nos entreprises, c'est-à-dire la flexibilité dans un monde qui bouge à toute vitesse, que nous n'ayons pas peur d'embaucher. Troisième chose, il faut réduire la bureaucratie. Et donc Emmanuel Macron a un projet en effet de simplification qui est intéressant, mais ce sera churchillien. Il faut avoir le courage de simplifier la bureaucratie française. Et puis quatrième bloc de réforme, et la dernière dont on a besoin, c'est toute la réforme de l'apprentissage, de l'enseignement, de l'éducation. Car nous avons beaucoup de chefs d'entreprise qui aimeraient embaucher en France, mais qui ne trouvent pas les talents et ne trouvent pas les compétences. Donc c'est complètement délirant d'avoir environ 300 à 400 000 postes demandés non pourvus par an, alors que nous avons 6 millions de demandeurs d'emploi. Donc problème d'éducation, d'enseignement, et de le faire tout au long de la vie. La formation est importante tout au long de la vie. On va revenir sur le programme d'Emmanuel Macron, mais juste avant ça, vous dites que vous ne lui faites pas un chèque en blanc au MEDEF pour Emmanuel Macron, vous êtes prêt à réformer avec lui, mais mes conditions sur la méthode, sur les moyens, quelles sont vos conditions, quelles sont vos réserves? Moi, si vous voulez, fondamentalement, je crois que Emmanuel Macron incarne cette jeunesse et cette mondialisation, cette globalisation. C'est très bien. Après, si vous voulez, il ne faudra pas
avoir peur des réformes fondamentales dont la France a tant besoin. Vous craignez qu'il puisse ralentir, freiner par rapport à ce qu'il promet ? Je pense que, si vous voulez, il faudra ne pas hésiter, ne pas avoir peur, car on ne peut pas encore se permettre 5 ans de non-réforme ou de demi-mesure. Vous savez, nous avons vécu un mandat avec François Hollande où il y a eu des bonnes choses qui se sont passées. Le pacte de responsabilité, par exemple, nous avons applaudi. Le CICE, très bien. La loi El Khomri, première version, celle de janvier 2016, était allée dans le bon sens. Et puis, c'était des zigs et des zags en permanence. En parallèle de ça, la fiscalité sur les territoires a continué d'augmenter, malgré le pacte. Le dispositif pénibilité nous a été imposé. Vous voyez, donc en fait, ce phénomène de zig et de zag est très perturbant pour les entreprises. Donc vous voulez une ligne droite ? Moi, je voudrais une ligne droite, très clairement affichée, pour dire en effet, nos dépenses publiques sont trop élevées, il va falloir les descendre. Pour baisser la fiscalité sur les entreprises et donc améliorer encore nos marges, c'est essentiel. Nos marges sont à 32% aujourd'hui, la moyenne européenne est à 40%, vous voyez qu'il y a encore 8 points d'augmentation. Et puis, tout ce qui est sur le social, qui est un sujet très sensible en France, mais là, il ne va pas falloir non plus faiblir et mollir. Je dirais que nous attendons vraiment Emmanuel Macron sur ces 2 blocs de réformes essentielles, de telle façon à ce que les gens retrouvent la confiance. Vous savez, c'est essentiel que nos chefs d'entreprise, nos forces vives, aient la confiance auprès du gouvernement et confiance en le gouvernement. Et ça marchera dans tous les pays du monde. Alors, si on entre dans le vif du sujet, dans les propositions très concrètes d'Emmanuel Macron, il propose de transformer le CICE en baisse de charges, en priorité sur les bas salaires. Est-ce que ça permettra de créer les 1 million d'emplois promis par le MEDEF et qu'on n'a toujours pas vu ? Alors, sur le 1 million d'emplois promis par le MEDEF, d'abord, je voudrais vous dire que Paris gagnait sur la première année. Pourquoi ? Parce qu'en 2016, l'économie française et donc les entreprises ont créé presque 200 000 emplois. Il faut le dire, le redire. Donc vous dites que la promesse a été tenue, mais sur la première année. Malgré le fait que 2016 soit une année où il n'y avait pas de croissance ni confiance. Souvenez-vous, la loi El Khomri, la pénibilité, etc. Les chefs d'entreprise étaient tétanisés et donc en méfiance. Et malgré cette année où il n'y avait pas de croissance pour l'économie à 1,1% et sans confiance, les entreprises ont quand même créé 200 000 emplois. Vous multipliez 200 000 par 5, vous êtes sur le 1 million d'emplois. Donc ça veut dire quoi ? ça. Bien sûr, ça veut dire que le pacte de responsabilité et le CICE ont fonctionné. Les marges d'entreprise sont passées de 28 à 32%. Lorsque vous redonnez de l'oxygène, c'est très simple, eh bien les gens recommencent à créer un peu d'emplois, investissent, s'automatisent, se numérisent, exportent. Et je crois que c'est un tiers du chemin que nous allons faire. Donc il est fondamental. Le CICE en baisse de charge, comme le propose Emmanuel Macron, ça permettra d'amplifier ce phénomène ou pas ? C'est malheureusement un point sur lequel nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne va pas assez loin. Transformer le CICE tel qu'il le propose, c'est transformer, je dirais, une somme en net en somme en brut. Je m'explique, il ne tient pas compte de la fiscalité. Et malheureusement, le dispositif d'Emmanuel Macron ne permettra pas, je dirais, d'améliorer les charges sur le coût du travail. Et même, je dirais entre 1,6 SMIC et 2,5 SMIC, pour être un peu technique, je crois même que le coût du travail va augmenter dans le dispositif proposé par Emmanuel Macron. Donc là encore, nous serons très vigilants pour que, d'une part, s'il veut transformer le CICE en vrai allègement de charges, il y a un impact positif de baisse du coût du travail réel sur entre 0 SMIC et 2,5 SMIC. Et deuxièmement, il est très important qu'il le fasse sur tout le spectre du salaire. Pourquoi ? Parce qu'il ne le propose pas au-delà de 2,5 SMIC. Oui, mais c'est pour cibler les emplois qui peuvent créer des... Enfin, les postes qui peuvent créer des emplois, c'est-à-dire les postes les plus fragiles, non ? Bien sûr, mais ça, c'est une stratégie qui a été faite depuis des années. Et d'ailleurs, le CICE s'est concentré sur les emplois, je dirais, les plus fragiles et les plus bas. Par contre, on aura besoin d'ingénieurs. Nous avons, pour développer la France de demain, cette France qui gagne, cette France qui innove, cette France qui va développer des filières d'excellence, qu'il faut absolument faire, parce que nous avons tous les atouts pour le faire, d'avoir une dizaine ou une quinzaine de filières d'excellence comme l'aéronautique ou la pharmacie, par exemple. Il en faut 10 ou 15. Eh bien, il faut que nos ingénieurs ne coûtent pas trop cher. Or, aujourd'hui, vous savez que le coût d'un ingénieur en France, pour 2 ingénieurs, nous pouvons avoir 3 ingénieurs en Allemagne. Pourquoi ? Parce que les charges sont plafonnées à 70 000 € par an par ingénieur en Allemagne. Donc, vous nous dites que c'est la compétitivité qui est en jeu, là, en fait. Mais je dis qu'en effet, il faut faire une baisse de charge sur tout le spectre des salaires. C'est la compétitivité qui est en jeu. Et en effet, si on ne le fait pas, de nouveau, nous irons sur des demi-mesures qui ne permettra pas de rendre compétitif la France. Vous savez, la France, encore une fois, a des atouts extraordinaires. On peut devenir l'Eldorado de l'Europe et l'Eldorado du monde sur le plan économique. Pour ça, il faut en effet faire 2-3 mesures sur le coût du travail, sur tout le spectre, je viens de l'expliquer, et sur la fiscalité, sur les charges, de telle façon à continuer
continuer de donner de l'oxygène aux entreprises. Alors sur le coût du travail, parce qu'on va rester sur le marché du travail, il propose également quelque chose qui ne va pas vous plaire. Emmanuel Macron, c'est un bonus-malus sur les contrats courts pour favoriser justement le CDI au détriment du CDD. Alors vous êtes plutôt contre au MEDEF, ça s'est vu notamment dans les négociations sur l'assurance chômage de l'UNEDIC. Est-ce que quelque part vous comprenez que ce n'est pas une juste mesure pour équilibrer avec ce qu'il propose de l'autre côté d'abaisser le taux de l'impôt sur les sociétés à 25% pour l'aligner sur la moyenne européenne et puis également favoriser les accords d'entreprise plutôt que les accords de branche. Est-ce que c'est pas trouver un juste équilibre? Mais si vous voulez, non, pourquoi? Parce que taxer les contrats courts, ça crée du chômage. On a vu qu'il y avait une surtaxation des contrats courts lors de l'ANI 2013 qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. Donc je dirais, ce n'est pas en taxant les CDD, les contrats courts qu'on va augmenter l'emploi. Donc c'est ça crée du chômage, mais ça crée aussi des travailleurs qui enchaînent successivement des contrats courts et qui n'arrivent pas à en sortir. Le problème, c'est que vous êtes sur des filières, notamment la restauration, le commerce, etc., qui utilisent ces contrats courts. C'est une façon, en effet, c'est un business model qui existe. Après, en effet, il faut s'intéresser à ces salariés qui doivent se former tout au long de la vie et qui ne doivent pas, en effet, enchaîner des CDD ou des jobs d'intérim contre leur gré. Et donc, je crois qu'en effet, l'important, c'est de baisser les charges avant tout, de telle façon à ce qu'il y ait une vraie compétitivité des entreprises françaises. Ça, c'est le premier point, c'est fondamental. C'est la flexibilité, quelque part. Et deuxième chose, c'est la sécurité de nos salariés. En effet, un salarié aura sans doute 2, 3, 4, 5 travails dans sa vie, ou 2, 3, 4, 5 métiers dans sa vie. Et donc, il est fondamental que nous puissions accompagner nos collaborateurs, nos salariés, à de la formation pour qu'ils puissent rebondir lorsque il faut rebondir, ou qu'ils puissent progresser dans ces métiers qui évoluent, car ce n'est pas le patronat ou les chefs d'entreprise qui ont besoin de ça, c'est que le monde évolue. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de mondialisation, mais surtout de mutation technologique. Donc le bonus-malus d'Emmanuel Macron, vous lui faites quoi? Vous lui mettez un carton rouge? Ça va se passer comment, les négociations? Écoutez, on verra comment ça va se passer, mais nous sommes clairement exprimés sur le fait qu'il ne faut pas de taxation des contrats courts, et pas en bonus-malus. Non, il faut baisser le coût du travail, et ensuite il faut travailler en effet sur toutes ces nouvelles formes de travail que sont les travailleurs indépendants, qui permettraient de développer beaucoup plus d'emplois en fait en France par rapport à ces mutations dont je parle, qui sont des opportunités pour arriver au plein emploi. Car l'objectif de tout ça, si vous voulez, c'est qu'en effet, on arrive à 5 ou 6% de chômage maximum, non seulement sur toute la France. En un quinquennat, c'est faisable? Oui. Je viens de vous le dire, parce qu'en fait, sans confiance et sans croissance, nous avons créé 200 000 emplois les prochaines, ce qui fait 1 million d'emplois. Pour arriver à 5% de chômage, il faudrait créer 2 millions et quelques d'emplois. Les Anglais l'ont fait en 5 ans, parce qu'ils ont fait des réformes. Les Allemands l'ont fait en 10 ans, parce qu'ils ont fait les réformes. Et la France peut le faire en 5 ans. La France peut le faire en 5 ans, c'est pour ça qu'il ne faut pas, je dirais, mollir sur les réformes structurelles à faire. Et deuxièmement, il faut se préoccuper d'une autre chose très, très importante, le plein emploi dans les territoires. Alors justement, on allait en discuter. Hier, on analysait les résultats du premier tour avec Bernard Sananès du cabinet ELAB, et il parlait d'une fracture territoriale dans les votes qui s'est manifestée entre justement les électeurs prioritaires de Emmanuel Macron et ceux de Marine Le Pen. Et je regardais un sondage OpinionWay qui a été publié dans Les Échos. Chez les chefs d'entreprise, les artisans et les commerçants, Marine Le Pen, c'est 17%. Est-ce qu'il y a un vote caché des chefs d'entreprise, vous qui les connaissez bien, en faveur de la candidate d'extrême droite? Et si oui, que révèle-t-il? Oui, il révèle une colère sourde, une rage que je comprends de ces gens-là, qui sont soit des gens, des salariés dans les bassins d'emploi qui n'ont plus de travail, etc., soit des chefs d'entreprise, de TPE, de PME ou d'artisanat, qui sont submergés par la bureaucratie, la complexité de l'administration française. Ça, c'est un premier point. Par des charges qui sont trop élevées. La fiscalité est devenue délirante en France. Elle a baissé par le pacte de responsabilité, mais elle a continué de grimper sur les territoires. Versement transport, CVAE, CFE, etc. Donc vous voyez qu'il faut continuer d'écouter ces signaux faibles ou ces signaux forts, je dirais, de ces chefs d'entreprise, plutôt des chefs d'entreprise de petites entités, pour comprendre ce qu'ils veulent. Et on revient sur abaisser les charges, sur cette flexisécurité demandée, sur cette implication bureaucratique. Après, ce que je crois, c'est qu'en effet, il y a deux France. Il y a une France qui va profiter de la croissance du numérique, etc. Plutôt les France des villes, qui votent plutôt Macron. Et vous avez une France
dans les bassins d'emploi désertifiés, désindustrialisés. Et cela, moi, ça me préoccupe énormément. Ça fait 15 ans que ça me préoccupe. Et quand vous les voyez, ces chefs d'entreprise intéressés par le programme de Marine Le Pen, vous leur dites quoi aujourd'hui ? Je leur dis qu'il faut un vote de raison et non pas un vote de colère. Parce que la colère va nous entraîner vers la fin de l'euro, vers la fin de l'Europe, et va nous replier sur nous-mêmes, et ça va créer, je dirais, encore plus de galères et je dirais un danger économique majeur pour la France. Donc je crois qu'en effet, par contre, ce qu'il faut impérativement faire, c'est aller vers l'objectif du plein emploi en France, mais surtout remettre des usines, des commerces, je dirais des emplois de services dans les bassins d'emploi. C'est fondamental de le faire. Moi, ça fait 15 ans, vous savez, depuis 30 ans, j'ai des usines en France, j'en ai 5. Entreprise Radial. Eh bien, je sais que lorsque j'ai une usine de 300 personnes dans un endroit, ça crée 300 emplois indirects supplémentaires et encore 300 emplois induits supplémentaires de commerce de centre-ville, etc. Donc, il faut faire un plan fondamentalement, et nous aiderons Emmanuel Macron pour le faire, pour dire comment on garde des commerces en centre-ville, comment on crée des emplois de service, comment on crée de l'entrepreneuriat dans ces bassins, comment on crée du tourisme comment on crée de l'industrie, comment on remet de l'usine, de l'industrie. Et si vous pouviez résumer, par exemple, allez, je sais que c'est dur de résumer sur des sujets aussi complexes, mais par exemple, une ou deux mesures qui permettraient justement de faire ce que vous dites, c'est-à-dire recréer des emplois dans les territoires. Vous faites comment? Une ou deux mesures très concrètes et qui seraient compréhensibles et efficaces. Écoutez, je crois qu'il faut... la fiscalité va être majeure. L'incitation fiscale va être fondamentale. Donc je pense que si on commence à avoir des charges dans tous les sens pour créer un commerce ou garder une usine, ça ne marchera pas. Donc la compétitivité de ces bassins d'emploi est fondamentale. De la France d'une façon générale, mais de ces bassins d'emploi. Ensuite, en effet, réduire la complexité, parce que la bureaucratie est devenue complètement délirante en France. Et donc je pense que si vous arrivez à la fois à baisser les charges encore, et donc la fiscalité locale, territoriale, pour dire pendant 1, 2, 3 ans, faire éventuellement des franchises de fiscalité qui permettraient, mais dans le temps, il faut avoir une visibilité. Si vous faites ça pour 6 mois, ça ne marche pas. Il faut avoir une vraie visibilité. Et en effet, c'est là où les dépenses publiques qui doivent baisser sont extrêmement importantes. Puis après, en effet, c'est de ne pas avoir peur d'embaucher. Donc ne pas avoir peur d'embaucher, c'est d'aller jusqu'à cette flexi-sécurité, des contrats de travail qui permettent en effet de dire je vais embaucher, mais par contre je vais former des gens, parce que si j'ai un problème de marché, eh bien que ces gens-là ne retombent pas dans le chômage. Donc ces 3 blocs de réformes qui sont importantes pour la nation, France, mais qui doivent s'appliquer encore plus sur les bassins d'emploi. Et après, il faut tous s'y mettre ensemble. Moi, je pense qu'il faut un projet collectif de dire la France est un grand pays, on peut redevenir en effet un pays avec 2% de croissance par an, et donc recréer du plein emploi. Et en parallèle, il faut travailler bassin d'emploi par bassin d'emploi, avec les entreprises, avec toutes les forces locales, y compris les services publics, qui ne doivent pas déserter ces bassins d'emploi non plus. Merci Pierre Gattaz, je rappelle, président du MEDEF.